On s'en rend pas toujours compte, mais derrière chaque photo qu'on partage, il y a toute une science fascinante. En fait, la clé de notre monde numérique, ce n'est pas tant les images elles-mêmes, que la manière, vraiment ingénieuse, dont on a appris à les représenter. C'est la question que tout le monde se pose, non? Comment une photo immense en super haute résolution peut devenir un tout petit fichier qu'on envoie comme ça en une seconde? Une image qui logiquement devrait mettre des plombes à charger, eh bien elle arrive quasi instantanément. C'est exactement ce mystère qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et le secret, ce n'est pas juste d'écraser les pixels comme on pourrait le croire, non. C'est beaucoup plus malin que ça. Il s'agit de changer complètement le langage qu'on utilise pour décrire une image. C'est ça les représentations intelligentes. Et c'est là que tout commence. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Le problème des pixels. Pour comprendre, il faut revenir à la base, au défi que représente l'image dans sa forme la plus brute. Parce qu'au fond, une image numérique, c'est quoi? C'est juste une immense grille de chiffres. Chaque chiffre correspond à une couleur. C'est une représentation, on pourrait dire, un peu bête. Pourquoi? Parce qu'elle stocke tout, absolument tout, sans faire de distinction. Résultat, c'est lourd, c'est volumineux, et c'est complètement inefficace pour partager les milliards de photos qu'on s'envoie chaque jour. Alors, pour régler ce problème, les ingénieurs et les mathématiciens ont un outil super puissant, la transformation. L'idée, c'est de changer de point de vue. On va réorganiser l'information de l'image pour que l'essentiel, le plus important, soit concentré en très peu de valeur. C'est ce qu'on appelle la compaction d'énergie. On fait le ménage en quelque sorte. Et ça nous amène à la première grande idée révolutionnaire dans ce domaine. Arrêter de voir l'image comme un ensemble de points et commencer à la voir comme un ensemble d'ondes. Pensez en fréquence. Bon, domaine spatial, domaine fréquentiel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, le domaine spatial, c'est ce qu'on voit, une grille de pixels. Ça nous dit où sont les choses. Le domaine fréquentiel, lui, c'est différent. Il analyse l'image comme une collection d'ondes et nous dit à quelle fréquence les motifs se répètent. Les transitions entre le clair et le foncé, par exemple. On passe de la géographie de l'image à sa musique interne, si on veut. L'outil mathématique pour faire ce saut, c'est la fameuse transformée de Fourier. Et l'analogie avec la musique est parfaite pour comprendre. Imaginez un accord joué au piano. C'est un son complexe, mais en réalité, c'est juste la superposition de plusieurs notes individuelles. Eh bien, la transformée de Fourier fait exactement ça pour une image. Elle la décompose en ondes simples, ses notes fondamentales. Ok, donc une onde, ça a deux caractéristiques principales. Sa magnitude, c'est-à-dire son intensité, sa force, et sa phase, en gros son point de départ. La question c'est, entre les deux, qu'est-ce qui est le plus important pour reconstruire l'image? Intuitivement, on parierait sur la magnitude, non? L'intensité des ondes? Eh bien, préparez-vous à être surpris. Regardez bien cette expérience, elle est absolument dingue. Des chercheurs ont pris deux images très connues. Ils ont pris la magnitude de l'image de Léna et l'ont mélangée avec la phase de l'image du caméraman. Et le résultat? C'est le caméraman qu'on reconnaît. Et inversement, quand on prend la magnitude du caméraman et la phase de Léna, c'est Léna qui apparaît. La conclusion est folle. C'est la phase et pas du tout la magnitude qui contient l'essentiel de la structure de l'image. C'est complètement contre-intuitif, mais c'est une découverte fondamentale. Bon, la transformée de Fourier, c'est génial en théorie, mais un peu complexe à mettre en œuvre. Pour les applications de tous les jours, comme la compression d'image, on utilise une cousine, une version plus pratique, la transformée en cosinus discrète ou DCT. Son super pouvoir, c'est cette fameuse compaction d'énergie. Elle est ultra efficace pour tasser la majorité de l'info visuelle dans un tout petit nombre de coefficients. Et cette DCT, on la connaît tous, même sans le savoir. Parce que c'est le cœur, le moteur du format d'image le plus répandu au monde, le JPEG. La méthode JPEG est simple. Au lieu de s'attaquer à toute l'image en une fois, elle la découpe en petits carrés de 8 par 8 pixels. Et elle applique la DCT à chaque petit bloc. C'est rapide, c'est efficace, et c'est ce qui a permis au web visuel d'exploser. Mais il y a un mais. Cette approche bloc par bloc, elle a un défaut. Quand on pousse la compression un peu trop loin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les coutures entre les blocs de 8 par 8 deviennent visibles. C'est le fameux et redoutable artefact de blocage. On a tous vu ça, ces images qui se transforment en une mosaïque de carrés. C'est un peu le talon d'Achille d'IGPG. Alors, face à cette limite, la question s'est posée, comment faire mieux? Comment dépasser ce problème de bloc? La réponse est venue d'une approche complètement nouvelle, une autre façon de regarder l'image. L'idée, c'est celle-ci. Et si, au lieu de parler d'ondes et fréquences, on regardait l'image à différents niveaux de zoom en même temps? Imaginez avoir une version très floue, puis une un peu plus nette, puis encore plus nette, jusqu'à l'original, toutes disponibles en même temps. Une des premières tentatives pour faire ça, c'est ce qu'on appelle la pyramide gaussienne. Le principe est super simple. On prend l'image de départ, on lui applique un petit filtre de flou, puis on la rétrécit de moitié, et on recommence le processus sur la nouvelle image. Flou, réduction, flou, réduction. Au final, on se retrouve avec une pile d'images, une pyramide, qui va de la version la plus détaillée en bas à la plus grossière tout en haut. C'est un peu basique comme méthode,
un peu redondant, mais c'était un tremplin conceptuel hyper important. Ça a prouvé que regarder l'information à différentes échelles, c'était une piste très prometteuse. C'était l'étape intermédiaire avant la vraie révolution. Et on arrive enfin à la solution qui va tout changer, la révolution des ondelettes. C'est en quelque sorte le meilleur des deux mondes, la puissance de l'analyse en fréquence, comme Fourier, et la flexibilité de l'analyse à plusieurs échelles. Alors, une ondelette, c'est quoi? C'est une petite fonction en forme de vague. Mais contrairement aux ondes de la transformée de Fourier, qui sont infinies, l'ondelette est courte, elle a un début et une fin. Et c'est ça qui est génial. On peut l'étirer pour analyser les grandes structures de l'image, ou la compresser pour zoomer sur les détails fins. Et on peut la balader partout sur l'image pour analyser ce qui se passe à un endroit précis. L'analogie du pinceau est parfaite ici. Pensez au JPEG et sa DCT comme un gros rouleau de peinture qui travaille par carrés rigides. Les ondelettes, c'est tout le contraire. C'est une collection de pinceaux intelligents, de toutes les tailles. On a des gros pour les fonds et des tout petits pour les détails les plus fins. Et surtout, on travaille sur toute la toile, sur toute l'image d'un seul coup, sans la découper en morceaux. Et donc concrètement, ça donne quoi? Quand on compare le JPEG classique au JPEG 2000 qui, lui, est basé sur les ondelettes, la différence est flagrante. Le JPEG 2000 analyse l'image entière à plusieurs niveaux de détail. Du coup, quand on compresse très fort, on n'a plus ces affreux blocs carrés. À la place, on obtient un flou progressif beaucoup plus doux et naturel pour l'œil. Prenez un taux de compression extrême, genre 80 points. Là, il n'y a pas photo, si je puis dire. L'image JPG se décompose littéralement. Elle devient un puzzle de blocs illisibles. L'image JPG 2000, elle, reste cohérente. Elle est peut-être un peu floue, mais elle est parfaitement lisse et surtout, on reconnaît toujours ce qu'il y a dessus. La supériorité technique est juste évidente. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ce voyage des pixels bruts jusqu'aux ondelettes, c'est bien plus qu'une simple histoire de compression de fichiers. C'est une véritable évolution dans la manière de penser, de comprendre et de décrire l'information visuelle. On est passé d'une représentation bête à des représentations de plus en plus intelligentes. Et ça nous amène à une dernière question, une ouverture. Parce que les images, ce n'était qu'un début. Toute cette quête de la bonne représentation, elle s'applique à des tas d'autres domaines. Que ce soit pour des scanners médicaux, des signaux audio, ou même les données des marchés financiers, à chaque fois, la question est la même. Comment peut-on mieux comprendre ces données complexes simplement en changeant la manière de les représenter? En trouvant le bon langage pour leur parler, on peut y découvrir des choses qu'on n'aurait jamais vues autrement. C'est ça toute la puissance cachée derrière ces représentations intelligentes.